Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La campagne électorale en vue de la présidentielle en Côte d'Ivoire se poursuit ce vendredi, 9e jour de campagne. Nous sillonnerons les quartiers pour voir l'ambiance et les messages véhiculés. Les équipes du candidat du RHDP Alassane Ouattara et de KKB Konakwadi Obertin s'activent sur le terrain pour convaincre les électeurs. Dans cette ambiance électorale, les jeunes entrepreneurs sont invités à s'investir pour la paix, mais également à redoubler d'efforts pour développer l'économie ivoirienne. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a lancé l'appel lors de la rencontre avec les entrepreneurs tenue hier au Sofitel, Hôtel Ivoire à Cocody. La gendarmerie nationale vient d'interpeller plus de 50 personnes impliquées dans les événements qui ont secoué la ville de Dabou les mardis et mercredis derniers. Elles avaient en leur possession des armes à feu, des armes blanches et des gourdins. Les personnes interpellées ont été traduites devant les juridictions compétentes. Le dossier de ce 20h se penche sur la question des antivols. Sont-ils un obstacle à notre survie, par exemple en cas d'incendie? Comment échapper à un sinistre dans une maison barricadée? Quel type d'antivol pour nos portes et fenêtres? Existe-t-il des normes en la matière? À qui demander conseil avant de bâtir sa maison? Réponse dans ce jour. Tout d'abord, ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a le profond regret d'annoncer le décès de M. Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, survenu ce vendredi 23 octobre 2020. Le président de la République présente au nom du gouvernement et en son nom propre les condoléances les plus attristées de la nation ivoirienne à la famille de l'illustre disparu. Le président de la République salue la mémoire d'un grand serviteur de l'État, un collaborateur compétent et loyal. Un deuil national de 72 heures est décrété à compter de ce jour, fait à Abidjan le vendredi 23 octobre 2020. Voilà, la Côte d'Ivoire est en deuil. La nation ivoirienne vient ainsi de perdre l'un de ses illustres fils. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, a tiré sa révérence aujourd'hui. Un coup dur pour notre pays qui perd ainsi l'un de ses valeureux fils, Alexis Ouedraogo. Il était une pièce maîtresse du dialogue politique ivoirien. Toujours le mot pour concilier, Sidiki Diakité était de toutes les négociations. Entré au gouvernement en juillet 2017, il occupe les fonctions de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. 2 ans plus tard, dans le gouvernement Amadou Gon Coulibaly, il prend les rênes du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. C'était le 4 septembre 2019. Ancien préfet hors grade d'Abidjan, Sidiki Diakité a été préfet de Touba de 2007 à 2010, puis préfet de la région des montagnes et du département de Mans. Homme de dossier, collaborateur dont on vantait l'efficacité, Sidiki Diakité part, comme il l'a toujours vécu, à la tâche, discret, réservé. Voilà le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, part ainsi en pleine tâche au moment où la Côte d'Ivoire, qu'il aimait et servait avec dévouement, se prépare à organiser la présidentielle. Le scrutin aura lieu le 31 octobre prochain, ce vendredi 23 octobre, 9e jour de campagne. Nous vous rapporterons l'ambiance électorale dans ce 20h. Nous sommes à J-8 de la présidentielle ivoirienne. Ce vendredi, 9e jour de la campagne électorale, le RHDP défendu par le candidat Alassane Ouattara s'active sur le terrain. Cet après-midi, le directeur national de campagne, Ahmed Bakayoko, a rencontré les commerçants, promoteurs de petites et moyennes entreprises sur place au Palais de la Culture de Treichville et leur a présenté le programme du candidat du RHDP, Viviane Aimé. Commerçants, artisans, promoteurs des petites et moyennes entreprises, ils constituent la frange la plus nombreuse des personnes en activité en Côte d'Ivoire. Ce vendredi après-midi, ils ont pris d'assaut la 4000 places du Palais de la Culture de Treichville pour démontrer leur soutien au candidat du RHDP. Un soutien en forme de remerciement pour les 9 années de paix, de stabilité et d'impulsion données à l'économie nationale
et qui ont permis aux opérateurs économiques nationaux, aussi petits soient-ils, de mener à bien leurs activités. L'ambiance était à la fête et à la joie d'accueillir le directeur national de campagne, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, venu représenter le candidat du RHDP. Mais l'annonce quelques instants plus tard par le Premier ministre de la nouvelle du décès subi ce vendredi après-midi du ministre Sidiki Diakité a jeté un froid dans la salle. Revenu de la stupeur générale, et comme pour rendre honneur aux disparus, pour être tombé au combat, le public lui a fait un standing ovation. Le meeting prévu étant de ce fait annulé, les commerçants, artisans, promoteurs des petites et moyennes entreprises ont tout de même tenu à présenter leur motion de soutien au candidat du RHDP. Nous souhaitons vraiment toutes les condoléances à toute la famille de M. Sidiki Diakité et tout le peuple de Côte d'Ivoire. Mais nous prenons quand même l'engagement de vous rassurer qu'au soir du 31 octobre 2020, notre candidat sera bien élu par la grâce de Dieu. Les acteurs du commerce, de l'artisanat et de l'entrepreneuriat de Côte d'Ivoire, dans toutes leurs composantes, réunis en ce jour du 23 octobre 2020 dans la salle Anoumabo du Palais de la Culture, considérant le rôle joué par son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, dans le rétablissement de la paix en Côte d'Ivoire, vu les différents progrès réalisés depuis son accession à la tête de notre chère patrie dans les différents secteurs d'activité en général et dans le secteur du commerce, de l'artisanat et de l'entrepreneuriat en particulier, nous, commerçants, artisans et entrepreneurs, tous réunis ici, voudrions assurer de notre indéfectible soutien pour sa victoire au soir du 31 octobre 2020. Après 8 journées d'activité sur le terrain émaillées de meetings, rencontres sectorielles, interviews et entretiens dans les médias, le candidat indépendant Kouadio Konan-Bertin dit Kakabe a mis le cap sur son quartier général pour faire le point. Il se dit satisfait de la qualité d'écoute et de la réceptivité de son message. Kakabe se présente comme une alternative crédible. Franck Kouadio pour le reportage. Lancé à toute vitesse à la conquête des voix, mais surtout exhumer idées et messages, et cela par mots et par vos. Kouadio Konan-Bertin dit Kakabe a fait une partie du tour de la question. Il peut désormais s'appesantir sur la première moitié de ses joutes électorales. Ça fait une semaine de campagne. J'ai eu toutes sortes de pressions face au boycott. Mais il faut dire que jamais un seul Ivoirien ne m'a lancé une pierre. Jamais un seul Ivoirien ne m'a agressé. Jamais, même pas verbalement. Les Ivoiriens veulent savoir la vérité pour eux. Les Ivoiriens veulent savoir pourquoi ils sont dans la tourmente depuis maintenant 27 ans passés. Pourquoi ils sont dans la tourmente. Les Ivoiriens veulent savoir qui c'est qui va les sortir de là. Pourquoi ils sont dans la tourmente depuis maintenant 27 ans passés, 30 ans. Pourquoi ils sont dans la tourmente. Cette préoccupation, Kakabe promet la partager avec les populations durant les prochaines rencontres. Mais avant, il veut se poser surtout comme une alternative et mieux, une solution définitive. À qui le dire en priorité? À la jeunesse, par exemple. Le nœud gordien, selon Kouadio Konan-Bertin, de toute politique axée sur les perspectives. Je veux que les jeunes comprennent que c'est leur temps, c'est leur heure qui a sonné. Ma candidature est une aubaine pour eux. Ils doivent s'en saisir pour leur propre émancipation. Parce qu'il faut qu'ils pèsent dans le débat, les jeunes de Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ne se bousculent pas pour venir se faire enrôler sur la liste électorale? Quand vous les interrogez, ils vous disent non, c'est une affaire de vieux. Voilà bientôt 30 ans que ça dure. Il n'y a que les mêmes visages, les mêmes scènes, avec les mêmes méthodes tout le temps.
Je le dis, qu'on se comprenne bien. Ce que je reproche aux autres, à mes adversaires, ce n'est pas leur âge, mais c'est plutôt l'âge de leur méthode, l'âge de leurs idées. Ça ne peut plus continuer comme ça dans ce pays-là. Il faut changer de logiciel politique. Ou encore de discours. Et cela, bientôt dans plusieurs aires géographiques du pays. Dans les jours à venir, encore la forêt claire et bientôt la savane arborée. La deuxième moitié de la semaine de campagne sera, selon le candidat Kwadiokounan Bertin, un pèlerinage pour renforcer l'élan de proximité. Et dans ce sprint final, ce ne seront pas que des coups de sifflet comme coups de semonce portés à l'adversaire, mais le candidat dit vouloir convaincre par un programme adapté. À J-8 de la présidentielle ivoirienne, le Conseil national des droits de l'homme s'active aussi. Le CNDH va déployer 1500 observateurs pour ce scrutin. Leur mission, superviser la présidentielle du 31 octobre prochain. Ils veilleront au bon fonctionnement de la présidentielle, au respect des droits de l'homme. Ces observateurs nationaux seront déployés sur l'ensemble du territoire, nous dit Eric Gori. Namizata Sangaré face à la presse. La présidente du Conseil national des droits de l'homme s'entretient avec les journalistes. Objectif, donner les détails de la mission des 1500 observateurs des droits de l'homme qui seront sur le terrain le jour du vote. Leur mission sera basée sur le respect des droits de l'homme. Ces observateurs seront des relais du CNDH. Ils donneront de la voix si certains citoyens sont empêchés d'accomplir leurs devoirs. Nous souhaitons nous déployer à toutes les étapes pour rassurer les populations sur l'intégrité et pour la sincérité du scrutin. Les dispositions de la Commission électorale indépendante doivent également prendre en compte la situation des personnes vivant avec des handicaps. Ces observateurs feront remonter à leur hiérarchie toute anomalie liée aux élections. Et tout cela a pour objectif d'assurer nos populations, nos concitoyens sur la sincérité du scrutin, sur l'intégrité du scrutin. Il y aura une coordination ici, un secrétariat permanent qui sera là et qui sera en contact avec tous les observateurs déployés sur le terrain à l'effet de faire remonter les informations. Pour cette élection du 31 octobre 2020, le Conseil national des droits de l'homme affirme être aux côtés des citoyens pour que ceux-ci votent en toute quiétude. Voilà, une présidentielle à peser, c'est le vœu de tous et les messages de sensibilisation se multiplient. Le Conseil national des droits de l'homme a en outre fait une déclaration pour appeler à l'apaisement et décrier les récentes violences survenues notamment à Dabou. Le contenu de la déclaration avec Sephora Zeki. Déclaration du Conseil national des droits de l'homme CNDH. Suite au mot d'ordre de désobéissance civile lancé par les plateformes et groupements politiques de l'opposition, le CNDH observe une résurgence d'actes de violence, d'attaques graves contre des personnes physiques, des symboles et l'autorité de l'État, de destruction de biens publics et privés, d'obstruction de voies publiques, de circulation urbaine et interurbaine, d'empêchement de distribution des cartes d'électeurs, de saccage de matériel des sièges des commissions électorales locales, de pillage de commerce. Le CNDH observe également la propagation de propos haineux, de fake news et d'appels à la violence sur les réseaux sociaux. Le CNDH condamne ces faits, notamment les pertes en vie humaine, et déplore les affrontements entre communautés, précisément dans les localités de Bonoua, Bongouanou et Dabou. En outre, le CNDH recommande au gouvernement de poursuivre le dialogue et mettre tout en œuvre en vue de ramener à la table des négociations toutes les parties prenantes. À l'opposition, de reconsidérer son mot d'ordre de désobéissance civile lancé le 20 septembre 2020. Rejoindre la table des discussions à l'effet de privilégier le dialogue proposé par le gouvernement. S'inscrire résolument dans la voie pacifique de recherche de solutions. Contribuer à l'organisation d'une élection présidentielle apaisée,
transparente et démocratique, fait à Abidjan le 22 octobre 2020 pour le Conseil, la présidente. Et pour la paix en Côte d'Ivoire, tournons le dos aux violences. On l'a appris aujourd'hui, la gendarmerie nationale a interpellé plus de 50 personnes impliquées dans les événements qui ont secoué la ville de Dabou les mardis et mercredis derniers. Elles avaient en leur possession des armes à feu, des armes blanches et des gourdins. Les personnes interpellées ont été traduites devant les juridictions compétentes. Le témoignage d'Abou Sanogo. Leur interpellation par la gendarmerie nationale intervient après les récents événements qui se sont déroulés dans la commune de Dabou et des villages environnants. Il a été retrouvé en leur possession des armes blanches et à feu, des barres de fer, des téléphones portables et des gourdins avec lesquels ils ont opéré. Ce sont au total 6 armes à feu, 40 armes blanches dont 25 machettes, 8 couteaux de cuisine, 3 lances, 3 haches, 2 couteaux, 2 pics. Ces 50 individus qui se sont illustrés à Dabou et ces villages environnants seront conduits devant les juridictions compétentes pour permettre d'élucider le rôle que chacun d'eux a joué au cours de ces tristes événements. Suite aux événements qui ont eu lieu à Bongouanou ces derniers jours et qui ont fait des morts et des blessés, les populations se sont retrouvées pour célébrer et sceller la paix. Le chef de l'État solidaire des victimes a fait des dons aux différentes familles. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Les 15 et 16 octobre dernier, la ville de Bongouanou était secouée par une vague de mouvements et d'incidents d'une rare violence. Au compteur, des pertes en vie humaine, des blessés et de nombreux dégâts matériels. Après la tempête, les populations se retrouvent pour aplanir les différends, une initiative que vient soutenir le chef de l'État. Ces événements se sont soldés par des blessés et même des morts. Le président de la République informé m'a chargé de venir d'Iyako et de donner quelques moyens aux familles qui ont perdu des enfants et aux blessés, pour les blessés se soigner. L'occasion pour l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli de lancer un appel au calme, à la tolérance et surtout à une bonne compréhension du jeu politique. Que cela ne se répète plus. C'est l'appel que nous leur avons lancé, de calmer les cœurs, de calmer les esprits. Ces blessés qui sont là, certains sont de tel parti, d'autres de tel autre parti. Moi, ce sont mes enfants qui sont blessés et qu'on doit soigner. Et qu'eux aussi, ils comprennent un certain nombre de choses. Il faut qu'ils pensent à leur propre vie. Le fils de la région a pour finir invité les populations, notamment les jeunes, au calme pendant cette période électorale. L'association Idées de paix sensibilise aussi pour une élection sans violence. L'association était récemment à Diokoué, dans la région du Guémon, pour inviter les femmes à s'investir dans la promotion de la paix. Les femmes de Diokoué ont donc exprimé leur volonté d'une élection présidentielle apaisée. Konaté Moussa. Les femmes de Diokoué souhaitent un environnement électoral apaisé. Elles ont répondu massivement à l'appel de l'association Idées de paix qui milite pour le vivre ensemble. L'association Idées de paix veut passer par les femmes pour véhiculer son message de cohésion sociale en cette période d'élection. La femme est le cœur de la nation, le cœur de la République, le cœur de la société. Mais en même temps, elle est la première victime quand il y a les crises. Et la femme pleure toujours ses enfants qui malheureusement sont instrumentalisés par des hommes politiques. Comme on voit aujourd'hui, des enfants qui sont instrumentalisés à aller brûler les voitures, à aller couper les troncs d'arbres pour jeter sur la route pour faire renverser des cars. Mais tout ceci, si on touche le cœur des mamans, si on est avec leur mère, si on sensibilise la mère, si la mère s'engage, l'enfant va comprendre parce que la mère, c'est elle qui donne le sang et c'est la mère qui guide son enfant. Le 31 octobre prochain, chacune d'entre elles doit aller voter pour une élection apaisée. L'association Idées de paix entend poursuivre ses actions pour sensibiliser l'ensemble des populations à une élection sans violence. Et la Côte d'Ivoire se prépare à organiser ces élections dans le respect des gestes barrières contre le coronavirus. La lutte contre la pandémie continue. Le pays peut compter justement sur ses partenaires, dont le Fonds monétaire international. La directrice générale du FMI a eu une séance de travail avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ils ont échangé par visioconférence sur le levier de l'économie ivoirienne face au Covid-19. Il faut créer urgemment des mécanismes d'appui pour soutenir
les économies africaines. Chef Koné pour le reportage. Les plans de riposte à la Covid-19, la résilience des économies africaines face aux impacts de la pandémie, mais surtout la nouvelle configuration post-Covid des appuis du Fonds monétaire international aux pays africains, dont la Côte d'Ivoire, ont meublé les échanges des deux personnalités. Kristalina Georgieva, directrice du FMI, a salué les efforts consentis par le gouvernement de Côte d'Ivoire. L'engagement fervent de la part des autorités d'avoir pris des mesures décisives pour veiller à ce que l'économie puisse traverser cette crise. Grâce à ce qu'a pu faire la Côte d'Ivoire ces dernières années, elle est en mesure maintenant de pouvoir faire face à cette crise. La zone de turbulence passée pendant les premières heures de la crise sanitaire, la directrice du FMI fait des propositions pour la période post-Covid. Et maintenant, nous devons nous préparer à la phase qui va suivre. Comment ? Tout d'abord, éviter de replier les mesures et de retirer le soutien sans affecter l'économie. Et ensuite, attirer les investissements nécessaires pour que l'économie puisse être prête à l'avenir. Miser sur la numérisation et sur le capital humain. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a pour sa part exprimé la gratitude du gouvernement ivoirien au FMI et à sa directrice pour ses efforts d'accompagnement qui ont été accomplis dès l'entame de la crise sanitaire. Cependant, face aux restrictions du commerce mondial qui impactent les circuits internationaux de distribution dans plusieurs pays du monde, le Premier ministre a souhaité une réorientation de l'appui du FMI. C'est pourquoi nous souhaitons transformer notre plan d'appui Covid à l'économie en un plan de relance. Et ce plan de relance, il est indispensable d'imaginer aujourd'hui, c'est là qu'on a besoin du Fonds monétaire, qu'on règle la question des financements de nos programmes structurants pour justement réduire la pauvreté. Sur ça, je pense qu'il y a une vraie réflexion et nous avons une vraie attente de la contribution du Fonds monétaire sur ces questions-là. Depuis la survenue du premier cas de personnes contaminées en Côte d'Ivoire le 11 mars 2020, le pays compte à ce jour 20 390 cas confirmés pour 20 088 guéris. Le plan de riposte à la pandémie élaboré par le gouvernement a été soutenu par le FMI à hauteur de 530 milliards de francs CFA, ce qui a permis au pays d'avoir un plan robuste de réponse sanitaire accompagné d'un programme d'appui économique. Et la Côte d'Ivoire qui s'engage de plus en plus contre le coronavirus pour contrer ce virus mortel. Ce vendredi 23 octobre, on dénombre 15 cas confirmés sur 1396 échantillons prélevés, 12 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte à ce jour 184 cas actifs. Attention donc à ne pas relâcher dans l'observation des gestes barrières. Préservons notre santé et celle des autres en appliquant scrupuleusement ces gestes simples, mais ces gestes qui sauvent. Les jeunes entrepreneurs sont invités à s'investir pour la paix, mais également à redoubler d'efforts en cette pandémie pour développer l'économie ivoirienne. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a lancé l'appel lors de la rencontre avec les entrepreneurs tenue hier au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. Francis Boifou. En 9 ans, la Côte d'Ivoire a pu rattraper son retard sur le développement. De 60 en 80 en 20 ans, avec le miracle ivoirien, le président Oufoué a réussi à multiplier le PIB par tête d'habitant par 2. 30 ans après lui, les Ivoiriens, sans rentrer dans les détails, ont réussi à le faire chuter au niveau où il était en 60. C'est là où Oufoué l'a pris. Et en 10 ans, de 2011 à 2019, le président Alassane a réussi à le faire doubler, le multiplier par 2. C'est ce que Oufoué a fait en 20 ans. Pour y arriver, le gouvernement a amélioré l'environnement des affaires, créé un cadre de concertation État-secteur privé et mis à la disposition des petites et moyennes entreprises des fonds pour développer leurs projets.
Le modèle ivoirien séduit. La Côte d'Ivoire a vraiment l'intention d'aider les entreprises à continuer à croître, mettre l'administration au service des entreprises, ce qui manque dans beaucoup de pays, et se concentrer sur leur travail qui est l'infrastructure. Et je pense que beaucoup de pays de la sous-région gagneraient à apprendre de cela. Il faut faire mieux et laisser le meilleur à la future génération, selon le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il invite les entrepreneurs à faire preuve d'imagination pour booster l'économie. Par essence, un business, il est bon s'il intéresse un secteur qui est porteur. Ensuite, quand on a les capacités de porter le business, que dans le fonctionnement, on respecte certains ratios. L'acharnement au travail, bien fait, on peut essayer de vous empêcher d'évoluer, mais à force de persévérer, vous arrivez à faire la différence. Des conseils pour encourager l'entrepreneuriat ou accroître le volume des investissements dans plusieurs secteurs. C'est l'objectif de ces échanges dénommés le Meet and Greet, initié par Joel Williams, un opérateur économique. Ce rendez-vous, une opportunité pour le chef du gouvernement. Ahmed Bakayoko rassure sur les dispositions sécuritaires préalables à tout investissement. Il y a toujours des situations qui peuvent vous surprendre, mais ce qui est essentiel, c'est votre capacité de réaction pour stabiliser et normaliser les choses. Vous voyez ici du temps de rétention, il y a des attaques, mais nous avons toujours la réponse parce que nous avons travaillé, nous avons investi pour vous protéger et protéger le territoire. C'est vrai que pendant les périodes électorales, il y a toujours plus ou moins de tensions, mais je peux vous assurer de notre capacité à faire en sorte que ces tensions-là ne prospèrent pas. Le Meet and Greet, cette première édition a fait des heureux. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a donné des instructions en vue de la prise en charge de 2 jeunes entrepreneurs. Et les femmes ont aussi leur mot à dire dans le développement de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a inauguré l'usine des femmes d'Abengourou. Cette usine fait partie d'un vaste projet dénommé Usine des femmes de Côte d'Ivoire, initié par le gouvernement ivoirien en vue d'assurer l'autonomisation véritable des femmes. Le but est de leur permettre de participer à l'industrialisation de notre pays, nous rapporte Emmanuel Niamé. C'est une énorme contribution du gouvernement ivoirien dans sa volonté de donner les moyens aux femmes d'assurer véritablement leur autonomisation qui vient de s'exprimer. En inaugurant ici à Abengourou l'usine des femmes de l'Indénie Guablin, le Premier ministre, ministre de la Défense, vient ainsi de lancer officiellement le projet Usine des femmes de Côte d'Ivoire USUFEMC. Il a pour objectif l'acquisition et l'installation de machines pour la transformation semi-industrielle des produits agricoles. Cette unité de transformation comprend donc une décortiqueuse blanchisseuse emballeuse de riz, une broyeuse mixte de tubercules et de légumes et une tritureuse de graines de palme. Ce don contribuera à une véritable indépendance économique que la femme de notre région, car donner aux femmes les moyens d'être économiquement autonomes, c'est permettre à la Côte d'Ivoire d'utiliser pleinement son potentiel humain et d'accroître sa capacité de production. Ce programme qui a pour but de développer l'entrepreneuriat féminin traduit la volonté du président de la République de faire participer plus de femmes à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Ce programme a une valeur de 4 milliards 298 millions de francs CFA sur 3 ans. On va former 30 000 femmes entrepreneurs. Et le projet pilote commence ici. Et le projet pilote va concerner 18 départements et les 2 districts de la Côte d'Ivoire. Et avec une valeur de 402 millions de francs CFA. Après la phase pilote, le projet va s'étendre à tous les départements des autres régions du pays, a indiqué le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Avec ces instruments, demain, vous allez être mieux formés et vous allez faire votre commerce dans des meilleures conditions. Je vous félicite et nous allons vous aider à être autonomes. Bravo à toutes les femmes d'Abengourou. Il faut souligner que la première dame Dominique Ouattara accompagne le projet USUFEM en mettant 1 milliard de francs CFA du FABCI à la disposition des associations et groupements féminins qui vont bénéficier de ce programme. En zone rurale comme urbaine, le phénomène prend de l'ampleur. Les habitations ou lieux de commerce sont menus d'antivols. On se barricade pour ne pas être la cible de cambrioleurs.
Mais quand survient un incendie, ces antivols se transforment parfois en obstacles. Plusieurs familles ont péri, vous vous souvenez, dans des flammes qu'a pris au piège du feu et des antivols. Comment alors échapper à un sinistre dans une maison barricadée? Quel type d'antivol pour nos portes et fenêtres? À qui demander conseil avant de bâtir sa maison? Élément de réponse dans ce dossier signé à Mississauga. Des immeubles en feu, des habitations en proie à des flammes, des commerces et autres établissements victimes d'incendies. Des images visibles dans nos villes. À Korogo, dans la région du Poro, au nord du pays, sur 100 incendies recensés depuis le début de l'année, la moitié environ a engendré des dégâts matériels et humains importants. Des incendies sur lesquels les sapeurs-pompiers ont eu du mal à intervenir. L'accès aux habitations étant parfois rendu difficile par les antivols et autres grilles de protection. Le 10 juillet dernier, au quartier sinistré, 6 personnes, toutes d'une même famille, ont péri dans les flammes. Il faut comprendre que dans le feu, les deux menaces essentielles sont l'intoxication par la fumée et puis les brûlures par les flammes. Mais lorsque les secours vont se présenter, pour l'évacuation, on pourrait tenter de passer par la fenêtre ou par la porte. Mais lorsqu'on se trouve dans un cas de figure comme celui-là, avec une fenêtre barricadée, des portes barricadées, c'est une perte de temps pour les secours, mais tout ce temps-là, le pronostic vital est déjà engagé. Korogo n'est pas un cas isolé. À Grand Bassam, au quartier Mokeville, dans la nuit du 24 au 25 juillet 2018, c'est une famille de 9 personnes qui a péri dans un incendie. La servante, elle voulait sortir par la fenêtre, mais il y a un petit vol par dehors. Donc elle n'a pas eu l'occasion de sortir. La fumée aussi l'a asphyxiée. La même année, à Boaké, 7 personnes de la même famille ont perdu la vie dans un incendie. À Gayoa, des personnes prises au piège des grilles de protection n'ont pu être secourues. On a tenté de casser la porte, on n'a pas pu. Moi-même, je suis allé chercher une hache, on a pu casser la fenêtre et on a pu sauver 3 personnes. Quand j'ai ouvert la porte de notre chambre, j'ai vu qu'il y avait la fumée et le feu partout dans la chambre. Et on a cassé les vitres de la fenêtre de la chambre et j'ai pris la porte du placard, j'ai pu faire une ouverture sur l'antivol de notre chambre. J'ai fait sortir les enfants et moi-même je suis sorti. Et après je suis parti vers la chambre des filles parce qu'elles étaient en train de crier aussi. Donc, je suis parti, j'ai essayé de casser l'antivol, mais je n'arrivais pas. Et à un certain moment, je n'entendais plus les cris. Ces dispositifs réduisent les chances de survie dans bien de cas, comme ici, lors d'un incendie à Abidjan, au plateau. Sur les lieux, nos hommes ont été confrontés à un bâtiment qui était très difficile d'accès parce que complètement barricadé par des rideaux métalliques fermés avec des cadenas, en plus des grilles. Se protéger des voleurs et autres cambrioleurs, assurer la sécurité de la famille. Ces préoccupations guident bien souvent le choix d'équiper portes et fenêtres d'antivol. On a tendance à se protéger contre les voleurs au lieu de prévoir les éventuels cas d'incendie. Donc c'est ce qui nous amène vraiment à faire ça. Mais vouloir trop se protéger n'est pas sans danger. Quand les dispositifs sont mal élaborés, mal disposés en dehors de toute règle de sécurité. Nombreux sont les fabricants de ces portes et fenêtres sans formation qualifiante, voire diplômante. Aucune notion de sécurité en la matière, comme ce ferronnier. Nous, on est plus basé sur le cas de vol. Dans nos métiers, c'est ça. Mais au cas s'il y a un problème maintenant dedans, il y a du feu pour que la personne puisse sortir. Vraiment, ça, on n'a pas pris ces mesures-là. La construction d'une maison, d'un commerce ou autre établissement obéit à des normes en vue d'assurer la sécurité des occupants. En cas d'incendie, si on est prisonnier dans les chambres, par où s'échapper et comment le faire? Mais si on est barricadé, on ne pourra pas le faire. Une fois de plus, pour attirer l'attention de la population, de prendre souvent conseil auprès des préventeurs avant de construire les maisons. Tu envoies ton plan, il t'indique, fais l'issue de secours par là. En cas d'une situation, la famille peut s'échapper par ici. Donc il faut quand même que la population ait cette culture-là. La prévention incendie doit débuter bien avant l'obtention du permis de construire. L'autorité qui délivre le permis de construire a pour conseil le service de prévention du groupement des sapeurs-pompiers militaires. C'est à ce service-là qu'on adresse les plans et ces services vont instruire le dossier en termes de prévention incendie à travers des prescriptions.
Et ces prescriptions vont prendre en compte l'accès facile par les portes, les fenêtres que nous appelons dans notre jargon nous des dégagements. Malheureusement, ce n'est pas toujours suivi. L'autorité municipale ayant le pouvoir de police a l'obligation de faire respecter les règles en matière de construction. Et à Korogo, la municipalité s'y attelle. Ce que nous faisons depuis un moment, lorsque la construction nous envoie le dossier, on impute le courrier aux sapeurs-pompiers et c'est sur avis des sapeurs-pompiers que nous délivrons maintenant la lettre pour donner le permis de construire à la personne. On a même instruit les sapeurs-pompiers ensemble avec le préfet de passer dans tous les hôtels où il y a des problèmes de sécurité, d'appeler les propriétaires et de leur demander de se mettre aux normes. Le modèle de construction des portes et fenêtres est à repenser pour éviter des drames. Il faut trouver un nouveau système. Peut-être que ce système peut se faire à partir de l'intérieur de la maison et en cas de feu, on pourrait peut-être décondamner ça à partir de l'intérieur et puis s'échapper. Les solutions qu'on propose, c'est de faire des fenêtres comme ça. Et en cas d'incendie, on peut ouvrir comme ça, les deux crochets, et on ouvre comme ça. On peut sortir par là. Un projet de construction prend du temps et il est plus que conseillé de se faire accompagner par des professionnels pour être bien logés et mieux protégés. Voilà, les antivols, un obstacle à la survie. Vous avez eu toutes les réponses dans ce dossier réalisé par Ami Sissoko. Et on parle toujours de sécurité. Le sujet est justement évoqué dans la ville historique de Grand-Bassam. Les travaux de réflexion autour de l'étude diagnostique des menaces à la sécurité humaine en Côte d'Ivoire ont eu lieu dans cette ville. Il s'agissait pour les différentes structures de prendre appui sur les conclusions d'un atelier organisé en décembre dernier en enrichissant de nouvelles perspectives afin de mieux prévenir la sécurité des personnes. Franck Quadio. Pollution environnementale, orpaillage clandestin, criminalité et crise sécuritaire et politique, que de situations qui menacent la sécurité humaine aujourd'hui. À Grand-Bassam, experts, observateurs et acteurs nationaux autour du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce réfléchissent. Nous ne pouvons pas faire ce travail si nous ne savons pas les menaces qui se présentent à nous. C'est pour ça que cette étude, nous la menons pour mieux cerner donc toutes ces menaces en vue de faire la veille. Des résultats qui se reportent éventuellement à l'attention des décideurs et qui, quelle que soit la période, devraient servir de boussole. Un travail d'orientation donc, et pour les forces de sécurité, il est fortement attendu. Vu l'intérêt de cet atelier pour la paix, la stabilité et la sécurité nationale, il sera requis de votre part de donner votre pleine appréciation sur le contenu de l'étude. Autant un homme qui a fait n'est pas un homme libre, autant un homme dont le sommeil est quotidiennement troublé par un environnement malsain et bien souvent n'ayant pas facilement accès aux soins de santé, à l'eau potable, à l'électricité et à un minimum de confort social n'est pas en paix. Notons qu'en décembre 2019, un travail préliminaire a été réalisé à Yamoussoukro pour la consolidation des données sur cette étude. Il s'agissait donc à Grand-Bassam de partager les résultats de l'analyse diagnostique avec l'ensemble des parties prenantes afin de finaliser l'étude. Et dans le domaine agricole, on évoque l'agriculture hors sol, cette nouvelle technique pour rendre le secteur plus compétitif et insérer la jeunesse dans le tissu social à travers des méthodes innovantes. La Côte d'Ivoire, notre pays, a désormais un site de formation dans ce domaine, un site qui existe grâce au projet de développement et études du système d'agriculture hors sol, l'Union européenne et la plateforme de services pilotent le projet. Eric Goury. Ces jeunes filles et garçons sont des agriculteurs, une profession qui les passionne. C'est pourquoi ils mettent leurs connaissances à niveau pour être plus professionnels dans le domaine qu'ils ont choisi. Nous sommes sur le site de l'agriculture hors sol, situé dans le village de Songon. Ici, ils sont outillés aux techniques de cette agriculture moderne, une méthode qui prend en compte la protection de l'environnement. Voici des pépinières de tomates déposées sous cette tente, à l'abri du soleil et de la pluie. Elles sont arrosées à des moments précis de la journée, dans des conditions spéciales. Et 4 mois plus tard,
les résultats sont palpables. C'est un site d'école et de production, donc c'est sûr qu'on va recevoir encore d'autres vagues de jeunes pour que chaque fois, chaque 6 mois en moyenne, on a des jeunes qui sont formés sur cette technique-là. C'est pour saluer cette initiative que les autorités administratives, politiques et coutumières sont allées sur ce site de formation. J'avoue que l'agriculture aujourd'hui, moi je le dis, l'agriculture, on dit toujours nourrir son homme, mais j'ai envie de dire va au-delà. Parce que vous allez remarquer que la plupart des personnalités même de notre pays sont aussi agriculteurs. C'est un projet qui nous tient à cœur puisqu'on pense qu'effectivement l'insertion des jeunes et l'accès à l'emploi, c'est une thématique importante en Côte d'Ivoire. Enfin, on sait que la démographie nous dit qu'il y a quand même beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire, beaucoup dans les milieux urbains. Et nous, on pense qu'il y a de la place pour promouvoir une agriculture saine et durable. Grâce à l'Union européenne et tous ses partenaires, ainsi que la plateforme de services, ces jeunes seront insérés dans le tissu social d'ici peu. Ce sera donc au terme de cette formation qui va durer moins d'1 an. Et ils sont aussi heureux, les paysans de Tanda et de Bondoukou, à l'instar de leurs amis des autres régions. Ils ont reçu du matériel agricole et du matériel roulant de la part du ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Agumani, des moyens pour accroître leur productivité et faciliter la reprise des activités en cette crise sanitaire de Covid-19. Mamadou Kwasi. Le gouvernement plus que solidaire des acteurs du monde agricole. En cette crise sanitaire, l'État est plus que déterminé à assister ces piliers essentiels de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. À travers le programme d'urgence mis en place, ils sont nombreux ces producteurs et agriculteurs à bénéficier du matériel et des intrants agricoles. À Tanda, dans la région du Gontougo, le Purga octroie aux paysans des départements de Kounfao, de Transua et de Tanda, ainsi que de Sandégué, du matériel et des intrants agricoles. En effet, ce programme a éloigné les menaces qui pesaient sur les résultats acquis par le PLIA 1 et 2, à savoir l'élimination de la Côte d'Ivoire de l'insécurité alimentaire sévère et l'inversion de la pauvreté en milieu rural. Pour les bénéficiaires, ces dons arrivent à point nommé avec le début effectif des pluies. Les producteurs par ma voix vous promettent d'utiliser comme il se doit les intrants et les petits matériels que nous avons reçus afin d'atteindre les objectifs visés par le programme. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a saisi l'occasion pour passer un message au monde agricole. On a fait le point de la noix de cajou qui reste entre les mains des parents. Ça fait actuellement 3000 tonnes. Et dès demain, des équipes viendront pour acheter définitivement la noix de cajou qui se trouve entre vos mains. Donc si vous voulez faire un champ de manioc, si vous voulez faire du maïs, si vous voulez faire du maraîcher, vous allez être donc enregistré et la NADER ira travailler le terrain pour vous, pour faire l'aménagement et vous-même vous allez planter. Après Tanda, la délégation s'est rendue de la commune de Bondoukou pour remettre également au monde paysan du matériel et des intrants agricoles, des dons destinés essentiellement aux acteurs du maraîcher et du vivrier. Toutes ces activités seront supervisées par la NADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural. Nous prenons la direction de Garango dans le département de Boisflé. Ce village de plus de 15 000 âmes dans la commune de Boisflé a désormais son établissement sanitaire, un centre de santé urbain avec un médecin-chef, coût de l'infrastructure de premier contact, plus de 150 millions de francs CFA. C'est un don de la LONASI et des loteries-sœurs des pays membres du Conseil de l'Entente. Léon Bro. Garango, route de Daloa, commune de Boisflé. Heureuse la population et notamment la génitrice de ce nourrisson, elle a accouché sur place dans ce centre avec l'aide de professionnels de santé, donc sans vivre les difficultés de sa première maternité due au long et périlleux voyage pour trouver une structure sanitaire. Les autres grossesses là, j'ai accouché, j'ai venu à l'hôpital. Ici est bon. Ce centre de santé ne bénéficiera pas qu'aux seuls habitants de Garango. Il y a beaucoup de villages satellites et hameaux qui vont bénéficier des prestations de ce centre-là. C'est pourquoi nous disons que
sa mise à notre disposition est vraiment un véritable ouf de soulagement. Possible donc de se soigner désormais à Garango dans cet établissement de premier contact, un centre de santé urbain intégrant dispensaire et maternité, placé sous la responsabilité de médecin-chef. Coût de l'infrastructure, 150 millions de francs CFA, y compris les équipements et ses 2 logements pour personnel soignant. C'est un don de la LONASI, financé avec l'aide des lotérisseurs des pays membres du Conseil de l'Entente. L'outil qui a permis à ces 5 sociétés nationales d'œuvrer ensemble à la réalisation de cette infrastructure est la tranche commune entente appelée communément TCE. Il s'agit d'une loterie annuelle créée en 1970 par les États membres du Conseil de l'Entente et dont les gros lots sont tirés chaque année dans l'un des 5 pays, des pays membres du Conseil de l'Entente. Les bénéfices de cette loterie sont utilisés pour améliorer les conditions de vie des populations, pays qui accueillent le tirage. Objectif, amélioration des conditions de vie des populations. Ici, plusieurs actions à l'actif de la LONASI à travers sa fondation dans les domaines de l'éducation, de l'environnement, de la culture, de la santé. Et on termine par la Guinée où il n'y a toujours pas de vainqueur officiel du premier tour de la présidentielle de dimanche dernier. La commission électorale a publié hier jeudi de nouveaux résultats provisoires partiels, mais il manque les chiffres de 3 circonscriptions. La CENI doit de nouveau se réunir ce vendredi, mais 2 commissaires se sont retirés des travaux de totalisation des résultats au moment où la tension continue de monter dans la capitale, Conakry. Nous refermons ce journal par ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a le profond regret d'annoncer le décès de M. Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, survenu ce vendredi 23 octobre 2020. Le président de la République présente au nom du gouvernement et en son nom propre les condoléances les plus attristées de la nation ivoirienne à la famille de l'illustre disparu. Le président de la République salue la mémoire d'un grand serviteur de l'État, un collaborateur compétent et loyal. Un deuil national de 72 heures est décrété à compter de ce jour, fait à Abidjan le vendredi 23 octobre 2020. Ainsi va la vie. Continuons la marche dans l'amour et dans la paix. À demain 20h.